on organise ce type de colloque, c'est le 5e, où on mêle explication et démonstration. Réflexion et résultats d'action avec les présentations de classe, et le formel et l'informel, ça c'est aussi sur la forme du colloque, c'est pas juste sur la journée, c'est pour ça aussi que c'est un colloque en internat, parce qu'on sait que c'est ce qui va se passer dans cette salle, mais aussi demain matin au petit déjeuner, à la pause clope, que là aussi vont se passer des choses pour se former. Donc c'est plus qu'expliquer, c'est démontrer, et donc on va commencer tout de suite derrière par une pratique de classe, quelqu'un qui va démontrer ce qu'il fait. Donc, et avant qu'on commence, et j'ai terminé, on va peut-être pas révolutionner le monde de l'éducation ce week-end. On n'arrivera peut-être même pas à la fin des notes, parce qu'il y en a qui l'aimeraient parmi certains d'entre nous. Par contre, nous allons avancer dans le changement de nos représentations à nous, et mettre des actions en place dans nos classes qui montreront qu'une autre façon d'évaluer est possible, plus efficace et plus humaine. Donc ça va être d'abord de travailler sur nous, et pour nous mettre en action, puisque une fois que ça existera, que ce sera efficace et plus humain dans nos classes, petit à petit, la société, les parents et nos collègues verront que ça marche. Et c'est comme ça qu'on avancera. L'enjeu est important parce que lié à l'évaluation, il y a beaucoup de souffrance depuis des générations. Et donc, merci d'être là. Merci Pierre. Bon, je vous dis tout de suite, ne comptez pas sur moi pour faire une révolution. En tout cas, je vais vous parler de notre classe. Je suis Lazare Reznik, ma collègue Céline Di Stefano, avec qui je partage la classe, n'est pas là. On parlera de notre classe et bien sûr, donc, le thème du colloque aidant, de l'évaluation. Alors, un petit tour d'horizon, je vous donnerai quelques éléments de contexte. Ensuite, j'aborderai un type d'évaluation que nous utilisons encore dans cette classe, une évaluation qu'on pourra appeler collective. Ensuite, nous passerons aux questions liées à la personnalisation des apprentissages et l'évaluation qui en découle. Et puis, j'aborderai la question de la coévaluation, qui est un sujet que je trouve assez intéressant et sur lequel on essaye de travailler. Et puis enfin, il y aura une petite partie sur la communication au sujet de l'évaluation, notamment à l'adresse des parents. Si vous avez le mal de mer, n'hésitez pas à fermer les yeux. Quelques éléments de contexte donc. Je suis enseignant depuis 8 ans dans la ville de Lodève, charmant environnement, géographie aussi jolie que la situation économique est, paraît-il, désespérée. C'est à la fois la ville la plus pauvre et la plus endettée de l'Hérault. En conséquence, le centre-ville est paupérisé et on a une population du coup assez mixte. Dans cette ville de Lodève, une des 3 écoles publiques est l'école César Vinaz, dont je suis le directeur. Une école qui est en ZEP encore jusqu'à la fin de l'année. Que peut-on dire? École de taille moyenne, 6 classes, dont une CLIS. À ce titre, je bénéficie d'un quart de décharge supplémentaire, ce qui me permet d'avoir réellement un mi-temps. Et donc c'est intéressant du point de vue de la coordination avec ma collègue. Que peut-on dire d'autre? Une stabilité relative de l'équipe, ce qui permet certaines actions pédagogiques communes et des choix pédagogiques du type voilà, choix de double niveau et puis quelques projets communs. Je passe à la classe, donc nous avons 21 élèves cette année, un double niveau CM1, CM2, donc cycle 3, avec cette idée d'une hétérogénéité choisie. De toute façon, même les niveaux purs, il ne faut pas se leurrer, en particulier dans les classes de ZEP, il y a des élèves de niveaux très différents. Donc quand on part du principe que de toute façon les niveaux vont être différents, eh bien on est incité à travailler un peu différemment. L'autre idée de ce double niveau, c'est de conserver les élèves sur 2 années. C'est-à-dire que les CM1 que j'ai cette année, j'en retrouverai la plupart l'an prochain et donc ils pourront eux aussi porter un certain nombre de choses liées au fonctionnement de la classe, liées à leurs institutions. Voici les enseignants, donc je vous présente ma collègue Céline, et là c'est moi, vous m'aurez tous reconnu. Alors cette question du mi-temps, ça fait travailler sur la répartition des disciplines bien sûr, mais aussi avec le temps l'harmonisation des outils, ainsi que des instances de régulation dans la classe.
Je vous propose maintenant de faire un petit tour de la classe. Alors, imaginez que vous rentrez dans la classe et puis là, vous êtes passé par la porte principale. Vous êtes donc dos au mur du fond. Et puis, on va regarder un petit peu quelques éléments d'organisation spatiale. Alors là, c'est le coin du maître, on va dire. Vous voyez, il y a les tables individuelles pour des élèves un peu moins autonomes. Le coin des affichages alors réglementaires, des tableaux de poste, des progressions et autres. Ensuite, on se dirige vers le tableau. Pour moi, d'avoir quand même un point central de focalisation dans la classe est important. On a l'emploi du temps du jour, voilà, des affichages aussi qui sont à cet endroit-là. On passe sur la droite, donc des tables de 2 pour faire certains types de travaux, et puis des tables un petit peu plus grandes aussi pour des groupes un peu plus importants, par exemple pour travailler sur les exposés. On passe dans le fond de la classe, et là vous avez une espèce de bric-à-brac avec à la fois le matériel d'art plastique, la petite bibliothèque, les jeux, et puis un coin pour se reposer là avec une banquette. Donc voilà, un exemple typique d'utilisation de ce coin dans la classe. Enfin, au niveau du fond de la classe, on a le coin de l'hi-fi et des ordis, où on peut aussi là avoir un travail avec quelques élèves. Voici donc pour l'organisation spatiale. L'idée, c'est d'avoir à la fois la possibilité de concentrer l'attention vers un point central, donc qui est le tableau, mais aussi de ménager différents espaces, à la fois individuels et des espaces où on peut travailler en petits groupes ou en plus grands groupes. On a enfin deux modes d'organisation, on va dire, un mode frontal, où là vous avez des élèves qui présentent un exposé. On a aussi le mode conseil, donc on a fait le choix de ne pas tout déplacer à chaque fois, c'est juste les élèves qui bougent leur chaise et qui se mettent en cercle autour de la classe de façon à ce qu'on puisse être dans ce mode de discussion. Je passe à l'organisation temporelle, autrement dit l'emploi du temps. Ça parle d'évaluation ici, donc je ne vais pas en faire des tonnes, simplement quelques éléments. Cet emploi du temps, pour chaque journée, a à peu près la même structure, c'est-à-dire qu'il ménage des temps collectifs, donc qui sont indiqués ici, avec des rituels, voire des leçons, et aussi pour les matières d'éveil qu'on a décidé de faire en décloisonnement, donc cette fois-ci qu'avec les CM1, qu'avec les CM2, en collectif. On a des temps de travail plus individuels, ou en tout cas par petits groupes. C'est en général le moment de plan de travail. Et puis un autre élément que je voulais mentionner, c'est le fait qu'on a essayé avec les nouveaux rythmes de tenir compte de l'attention supposée meilleure des élèves. Et donc d'après les données qu'on avait, les élèves étaient censés être un petit peu plus attentifs dans ces créneaux-là. Donc on les a indiqués. Bonne attention, c'est en noir, moyenne attention en bleu et attention médiocre en bleu clair. Voilà, c'est plutôt pour nous l'histoire de nous dire, bon, on essaye d'être vigilant à ce paramètre-là. Voici donc pour le petit tour d'horizon de la classe. J'attaque le vif du sujet et donc je vais vous parler d'un premier type d'évaluation que j'utilise, l'évaluation collective. Et il faut bien le reconnaître, ce que vous avez là, mesdames et messieurs, c'est une évaluation de l'histoire de fin de période. Et vous voyez des questions avec un barème, des notes chacune sur 2 points, et puis à la fin une note sur 20. Et je dois dire que quand j'ai préparé cette conférence, je me suis senti un petit peu gêné d'avoir à reconnaître que encore maintenant j'utilise ce type de notation. Alors j'ai essayé de réfléchir aux raisons pour lesquelles j'étais encore dans ce type de choses, en particulier pour ces matières-là. Un autre type d'évaluation, voilà, là on a des autodictées avec des notes. Bien sûr, je vous ai mis des bonnes notes, mais il y a aussi des 2, des 3, voilà. Donc pourquoi ? Peut-être qu'il y a finalement quelques points positifs à cette évaluation sommative notée, ces notes sur 20. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, culture partagée. C'est facile pour les parents de savoir quand on parle d'un 10 ou quand on parle d'un 12 ou quand on parle d'un 8 ce que ça signifie.
Tout le monde semble comprendre ce langage. On se dit, on peut l'utiliser. Ensuite, quand même, c'est une indication d'une réussite globale, c'est-à-dire que les élèves ils se situent par rapport à l'attendu. Bon, d'accord, l'attendu, il n'est pas toujours explicité, hein, mais voilà, on sait au moins si on est à peu près dans les clous ou pas. Puis les élèves se situent entre eux. Émulation. Enfin, ça donne une impression d'objectivité, puisque vous avez vu, on a des questions sur 2 points, c'est juste, c'est faux, après on fait une somme, c'est mathématique, et donc on a l'impression que c'est valide. Et puis, un argument qui est peut-être un peu plus crédible, c'est la préparation au collège. En effet, le collège où on va envoyer nos élèves utilise les notes. On le voit encore hein, quand on reçoit les bulletins d'évaluation des élèves qu'on envoie en 6e, eh bien c'est des notes sur 20. Donc on se dit autant qu'ils soient un petit peu habitués à ce type de choses. Dernier élément, mais qui n'est pas des moindres, qui est pour l'enseignant, la simplicité de mise en œuvre. Hein, c'est assez simple à corriger, et donc, après tout, pourquoi se compliquer la vie? Alors évidemment, il y a aussi quelques points un peu moins positifs. En fait, pour chacun de ces points-là, malheureusement, il faut bien reconnaître qu'il y a des limites. Et si c'était pas si bien? Alors cet argument de la culture partagée, d'accord. Mais après tout, il y a des traditions ancestrales qui sont barbares, et puis c'est pas parce qu'elles sont ancestrales qu'on se doit forcément de les porter. Donc ça, c'est un argument qui est assez facilement balayé. Indication d'une réussite globale, certes, indication d'une faiblesse globale. L'attendu est rarement explicité, je l'ai dit, et puis on a un risque de classement. Les élèves vont se dire, voilà, moi je suis bon, moi je suis moins bon, moi je suis nul. Problème. Impression d'objectivité, l'objectivité est toute relative. Vous avez eu l'exemple d'une évaluation d'histoire. Moi, en tant qu'enseignant, est-ce que je sais l'effort qu'a fourni l'élève pour avoir ce 12 sur 20? Peut-être qu'un élève a eu 8 sur 20 et qu'il a fourni beaucoup d'efforts, et un autre a eu 12 et il a juste lu son cours une fois et ça suffisait, parce qu'il était dans un milieu plus porteur peut-être. Donc, plutôt que d'évaluer, disons, le résultat vraiment, il me semble qu'il est plus juste d'insister sur la notion d'effort. Et pour ça, la note, c'est pas très performant. Par rapport à l'argument du collège, même au collège, on commence à se dire qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Et puis, simplicité de mise en œuvre, certes, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux pour l'enseignant de corriger 20 copies identiques de la même façon. Conclusion, c'est simple, mais c'est simplement un contrôle de connaissances, et puis il y a plusieurs motifs d'insatisfaction. Alors, quelles évolutions possibles par rapport à cet état de fait? Là, on a la vision qu'on peut avoir quand on a des évaluations chiffrées comme ça, d'une classe. Alors, vous remarquerez que j'ai fait appel à un stagiaire du KGB pour effacer les noms. Il n'était pas encore très au point. Veuillez l'en excuser. On voit des notes, mais finalement, quelle indication ça donne réellement sur la connaissance de l'élève? Pas grand-chose. Alors, des évolutions possibles. On a une approche par compétence. Ici, vous avez un extrait de livret qui n'est pas de mon fait, mais qui est celui d'une collègue, et qui en fait utilise ça pour les élèves qui arrivent ensuite dans ma classe. Donc, il se retrouve aussi quelque part dans mon livret scolaire. C'est quelque chose que tout le monde connaît ici, hein, j'en suis sûr. Voilà, vous avez à peu près 150 000 compétences et des notes, voilà, trimestre par trimestre, qui sont affichées. Ça a un côté un peu plus intéressant peut-être, dans le sens où là, les compétences sont explicitées, mais j'y vois aussi pas mal d'écueils, à savoir que finalement, c'est comme des notes. Hein. Et puis honnêtement, c'est une usine à gaz qui lit vraiment dans les parents ce genre de documents, et puis y compris chez les enseignants, qui réellement a la capacité trimestre par trimestre d'évaluer 150 000 compétences. Donc j'ai abandonné ce type d'approche, même si elle a quand même un aspect intéressant. Alors on s'oriente vers quelque chose d'un peu différent, toujours une approche par compétences. Voici un type d'évaluation que je peux faire dans la classe. Alors imaginez ça, vous avez cette compétence, écrire des nombres entiers. Supposons qu'on ait 3-4 niveaux dans la classe. Alors on va commencer par dicter des nombres plus petits que 100. Puis après, on va dicter des nombres plus petits que 1000. Puis après, des nombres plus petits que 10 000. Et puis enfin, tous les nombres entiers. Et l'idée, c'est de dire, ça,
Les nombres plus petits que 100, c'est bon, c'est validé. Pour dire que c'est validé, on peut dire, par exemple, toi tu es jaune. Voilà, tu as un niveau jaune, ceinture jaune. Puis, on passe à l'étape suivante. Ici, c'est les nombres plus petits que 1000. Ah, c'est validé aussi, c'est bien, bravo. Tu es ceinture orange. Puis on continue comme ça, ceinture verte. Et puis, la dernière ligne, là, manifestement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, tu es ceinture verte. Donc voilà, j'ai mis un petit vert là. C'est bien, continue. La prochaine fois, quand tu auras progressé, tu pourras avoir une ceinture bleue. Voilà, j'y vois pas mal d'intérêt. La valorisation des acquis. J'y vois aussi le fait que ça donne aux élèves peut-être plus l'envie de réussir. J'y trouve une meilleure lisibilité. En effet, de savoir qu'on est jaune, vert, rouge ou quoi, c'est quelque chose d'assez simple pour se situer. Et en même temps, c'est à mon sens moins discriminant. On arrive donc à la personnalisation des apprentissages. Et dans notre classe, l'outil principal qu'on utilise pour ce type de choses, c'est PIDAPI. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de PIDAPI, peut-être que si vous le souhaitez on pourra en reparler tout à l'heure, mais simplement pour vous dire que en fait c'est la même idée. C'est simplement que PIDAPI c'est plus intégré, plus unifié et ça prend en compte toutes les disciplines en maths et en français. Au passage, PIDAPI fonctionne aussi sur d'autres disciplines, mais dans notre classe on l'utilise que pour les mathématiques et le français. Une progression dans chaque discipline par ceinture, et la possibilité du coup de voir pour les élèves où ils se situent matière par matière. Ce qui permet ensuite un certain nombre de choses que je détaillerai après. Rapidement, le fonctionnement. On commence par des évaluations diagnostiques, qui dans le jargon PIDAPI s'appellent les pré-ceintures. Alors là, on a plusieurs compétences qui sont évaluées, et de deux choses l'une, soit une compétence est juste, soit elle n'est pas encore acquise. Dans ce cas, il va falloir que tu fasses un entraînement. Donc j'indique l'entraînement qui est ici, et l'élève est ensuite conduit à faire un entraînement. Donc on arrive à la deuxième phase de la formation, les entraînements qui sont des évaluations donc formatives. Vous avez ici un exemple de fiche de grammaire, reconnaître les compléments circonstanciels. L'intérêt de ce type de travail, c'est qu'il est en grande partie autocorrectif. C'est-à-dire que les élèves sont amenés à avoir une première phase d'évaluation, et puis, les fiches étant autocorrectives, ils vont pouvoir se corriger eux-mêmes et voir dans quelle mesure ils ont réussi ou pas. Ensuite, il y a un petit conseil, et à la fin du travail, il y a un test qui, lui, est corrigé et validé par l'enseignant. Donc là, on est vraiment dans de l'évaluation formative. Une fois que toutes les compétences sont réputées maîtrisées par l'enfant, eh bien, on passe à l'évaluation certificative, qu'on appelle les ceintures. La différence, là, c'est de considérer que si on maîtrise réellement les compétences, alors on est capable de les mettre en œuvre dans des situations complexes et inédites. C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser plusieurs compétences en même temps, et non pas une à une, exercice après exercice. On va aussi devoir le faire dans des situations de vie un petit peu plus réelles. Plutôt que de faire un exercice scolastique, on va inciter l'élève à écrire une lettre à un correspondant ou quelque chose comme ça. Et à travers cette consigne, l'enseignant va évaluer les compétences. Au terme de ce travail, si tout va bien, eh bien l'élève aura sa ceinture orange de grammaire, orthographe, je ne sais plus, et donc il sera ceinture orange. Et à ce titre, il sera reconnu compétent dans ce domaine-là, à ce niveau-là. Alors pour ce faire, eh bien, l'élève a des outils qu'on lui met à disposition. Dans un premier temps, bien sûr, la grille de ceinture. Ensuite, un outil très important, c'est celui de la planification. L'élève, pendant le plan de travail, a la possibilité de faire différents travaux suivant l'humeur dans laquelle il se trouve. Et donc, là, j'avais vu encore le stagiaire, c'est un petit peu amélioré ici, un peu moins là. Donc notre plan de travail est en fait très simple, il est essentiellement basé sur les compétences PIDAPI. Ici vous en avez que 4, puisque je vous rappelle que je suis à mi-temps, ma collègue a les 4 autres compétences de maths français.
Mais on se sert aussi du plan de travail, en ce qui me concerne principalement pour permettre aux enfants de travailler sur des exposés ou des textes libres. Et donc là, c'est des projets plus personnels liés aux élèves qu'ils indiquent. Enfin, le bilan du plan de travail permet à la fois à l'élève d'avoir un retour sur ce qu'il a fait et puis au maître de mettre une petite bafouille, un petit conseil. Et ça, c'est environ toutes les 3 semaines, le tout étant visé par les parents. L'élève a aussi besoin de fiches outils. Tous les outils en fait qui sont dans la classe, on cherche à ce qu'il se les approprie et à ce qu'il puisse devenir autonome par rapport à ça. Les fiches outils sont dans le classeur, elles présentent différentes choses. Vous avez un exemple là, le guide de correction des textes. Donc ça c'est les outils classiques, je dirais, de pédagogie Freinet. Et puis on a l'aide-mémoire. Un grand merci à Ben pour cette chose-là, qui depuis qu'il l'a présentée la dernière fois m'a tellement convaincu qu'on s'est mis à l'adopter. Alors l'aide-mémoire regroupe en fait toutes les leçons du cycle 3. Et donc là vous avez un exemple avec le code du domaine, ici c'est numération, le code de la compétence, l'intitulé, et l'élève va pouvoir, au moment où il fait son travail, avoir accès à cette aide-mémoire. Au niveau de la classe, donc comment tout cela s'organise? On a un coin où on a les ceintures et les pré-ceintures qui en général sont données par l'enseignant. Les élèves plus autonomes peuvent se servir tout seuls. Ils ont une fiche fantôme qui glisse au moment où ils prennent un document dans les classeurs. Ensuite, les entraînements sont dans le coin bibliothèque. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. Ça, c'est en libre service. Pour les ceintures, on a ce qu'on appelle les cartouches, qui sont des petits documents en fait, qui permettent de valider les compétences. Enfin, au niveau de la communication, on a la boîte aux lettres dans laquelle les élèves glissent leur travail une fois qu'il est terminé et que je récupère à la fin de chaque plan de travail. Au niveau des outils côté enseignant, vous avez plusieurs choses. Ici, c'est la boîte à passeport. Durant le plan de travail, les élèves, s'ils veulent voir le maître pour une raison ou pour une autre, glissent leur passeport ici et je les appelle au fur et à mesure. J'ai fait le choix d'avoir une fiche un petit peu synthétique de suivi de tous les élèves, ici, en indiquant matière par matière où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur ceinture, avec des indications de date à laquelle ils ont commencé, des entraînements qu'ils doivent travailler. Enfin, il ne faut pas se cacher que pour certains élèves, ce fonctionnement peut être un peu complexe et donc tous les élèves n'ont pas le plan de travail que je vous ai montré. Pour certains, je leur donne le travail directement. Pour ça, en fait, j'ai une fiche de suivi particulière où pour ces quelques élèves, mais enfin c'est quand même un tiers de la classe, c'est moi en fait qui leur prépare le plan de travail. Mais avec toujours la perspective qu'à terme, quand ils seront un peu plus autonomes, ils aient la possibilité eux-mêmes d'avoir plus de marge de manœuvre par rapport à cet aspect-là. Et puis le dernier élément, c'est une grille de progression à partir des compétences PIDAPI. Parce que malgré tout, à certains moments, je ressens le besoin de faire des leçons collectives sur certains points. Mais le fait d'avoir la grille de suivi des ceintures me permet de voir globalement dans la classe quelles compétences il est intéressant d'aborder collectivement. Voilà, en résumé, je dirais que c'est une évaluation qui est à la fois individuelle, qualitative, puisqu'on voit bien compétence par compétence ce qui est acquis ou pas, formative, on l'a vu au moment des entraînements, et puis sommative, puisque finalement, une ceinture, qu'est-ce que c'est sinon un document qui dit que globalement, on est arrivé à un certain niveau. Donc ça, c'est la question de la personnalisation des apprentissages. Les effets, je vais vous laisser les lire et puis je vais me reposer. Donc tout ça est assez intéressant. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même certains écueils et certaines difficultés liées à cette organisation. Alors, quand on est en plan de travail, l'aspect d'organisation peut être un peu compliqué.
Par rapport à ça, l'outil PIDAPI travaille sur des évolutions. Donc actuellement, il y a un certain nombre d'auteurs qui réfléchissent à des outils d'aide à la gestion de classe. Certains outils existent déjà, ils sont d'une grande aide. Merci Cédric. Et donc voilà, on continue à travailler dans cette direction pour aider le maître à avoir une espèce de tableau de bord de sa classe. Puis il y a aussi la question des élèves à besoins particuliers. Les fiches PIDAPI c'est très bien, mais il y a beaucoup de choses à écrire et parfois avant d'arriver réellement à l'évaluation de la compétence, eh bien, certains élèves qui ont des difficultés de copie ou autres peuvent être déjà fatigués. Pour remédier à ce problème, il y a le projet PIDA+, qui est en cours de développement. L'idée est de passer d'une ceinture classique, où vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à copier et beaucoup de choses à lire, à un outil informatisé où l'élève n'aurait finalement vraiment qu'à remplir des champs. Et là, on évalue spécifiquement la compétence qu'on veut évaluer. Et on n'a pas l'aspect copie-écriture qui risque d'interférer. Donc c'est un projet qui est en cours, mais qui n'est pas encore abouti. On a quelques élèves cobayes. Mais l'idée c'est ça, si vous voulez, pour les élèves qui ont ce type de difficultés, sélectionner entre EET et EEST, ça nous permettra, nous, enseignants, de mieux voir si réellement cette compétence est acquise, plutôt que d'évaluer, je suis capable de recopier quelque chose. Voilà, j'ai fait le tour de l'aspect personnalisation. Cela étant dit, le travail avec l'outil PIDAPI, à lui seul ne suffit pas vraiment à l'acquisition des compétences. On a certes les ceintures qui essayent de mettre l'élève dans des situations plus réelles, mais malgré tout, ça ne suffit pas. Et donc, je vais vous présenter des outils liés à la coévaluation. Et le premier, ça va être les textes libres. Alors, pourquoi les textes libres ? Créativité et motivation. L'idée est de vraiment dire aux élèves, allez-y, faites ce que vous voulez, parlez de ce que vous voulez, mais on va travailler à partir de ça. Exemple de texte libre. Vous retrouverez ce texte un petit peu plus tard dans la présentation. Autre exemple de texte libre. Alors, comment travailler à partir de ce matériau brut ? J'ai élaboré une fiche de suivi, donc avec un certain nombre de critères qui sont évalués au niveau de la présentation. Dans un premier temps, il y a une correction du maître, donc en utilisant le code de correction que je vous ai montré tout à l'heure, M pour majuscule, O orthographe, A accord, C conjugaison, etc. Et une fois que le texte est corrigé par le maître, eh bien l'élève doit indiquer lui-même le nombre d'erreurs de chaque type qu'il a fait. Donc c'est une première incitation à prendre du recul par rapport à ces difficultés, de façon à ce qu'ils se disent « Ah oui, alors là, ouais, c'est vraiment la conjugaison qui pêche, quoi. L'orthographe, c'est plutôt pas mal, les accords, faudrait que je fasse un peu attention aussi. » Donc c'est un premier retour là-dessus. Moi, je lui mets quand même des petites indications. Attention au verbe, imparfait et passé simple. Ensuite, il y a une deuxième correction. Et puis, une fois que tout est corrigé, je demande à l'élève de recopier son travail. Au même moment, je le branche sur des compétences PIDAPI qui vont lui permettre de corriger certaines de ses erreurs. On a aussi un aspect au niveau des verbes et des temps, et puis quelques points de vocabulaire. Donc en général, ça c'est des mots à copier parce qu'ils ont mal été orthographiés dans le texte. La dernière phase, c'est celui de la saisie sur ordinateur, et puis pour ceux qui le souhaitent, d'une illustration. Alors l'étape de correction, donc là vous avez un élève qui corrige un texte avec un dictionnaire. Je vous ai fait un gros plan là-dessus pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on est dans un cas de texte avec relativement peu d'erreurs, et donc j'utilise que le code de correction. Il peut arriver que pour certains élèves, j'écrive le mot directement puisque j'estime qu'ils n'auront pas la capacité seuls de trouver la correction. Et donc quand je fais un petit trait comme ça, ça veut dire que l'erreur a bien été corrigée.
donc la saisie ensuite à l'ordinateur, ce qui permet de travailler sur les compétences du B2I. Ensuite, lorsque le texte est imprimé, on a une phase de partage. Les élèves qui le souhaitent, mais la plupart le souhaitent, peuvent lire leur texte. Et puis on a ensuite la possibilité de valorisation du travail avec la création de petits livres. Donc pour ça, ils doivent faire des illustrations. Je demande en général 4 illustrations. Une pour la couverture, une pour la 4e de couverture et 2 illustrations pour le corps du texte. Et le tout se transforme en petits livres tirés à quelques exemplaires et voilà, qui permet aux élèves d'avoir un produit fini, orthographiquement correct et valorisant. Merci d'ailleurs à Bruce qui n'est pas là aujourd'hui pour cette idée des petits livres que je trouve vraiment bien, même si quand même ça prend du temps à faire à chaque fois. Donc ça, c'est le travail que fait l'élève. C'est un travail individuel. On peut se poser la question de l'aspect collectif de la chose. On l'a vu, il y a une notion de partage, mais comment travailler cet aspect de correction des textes en collectif? Alors une tentative de réponse à cette question, c'est le toilettage de texte. Alors c'est un procédé classique en fait, il y a plusieurs façons de faire. Depuis quelques temps, j'ai pris le parti de le faire en fait donc collectivement en utilisant le tableau interactif. On a un tableau interactif dans l'école et donc environ 2 à 3 fois par mois, on se retrouve toute la classe en salle TBI. Et on choisit un texte libre qui a été fait. Et chaque élève ensuite se voit remettre une feuille sur laquelle il va pouvoir indiquer les erreurs qu'il arrive à identifier sur le texte qui est affiché au TBI. Et donc voilà, chacun individuellement voit ce qu'il peut faire. S'il en a la possibilité, il utilise les outils, toujours les mêmes, de correction. Et dans une dernière phase, il y a une mise en commun. Voilà, il y a aussi un petit passage où il y a une chasse aux mots, de façon à aussi réviser l'aspect nature grammaticale des mots. Donc je vous mets un petit film pour illustrer tout ça. Les 3 garçons sont allés sauver cette fille. Elle se nommait Sama. Bilal voulait tuer le zombie avec son sniper, mais il fut dévoré et devenu un zombie. Karam voulut se venger, mais il se blessa. Ça va bien. On ne peut pas le remplacer par un autre adjectif qualificatif. Ça va bien. Non, maman. Oui. Ouais. C'est quoi comme sorte d'erreur? Les garçons. Conjugaison. D'accord. Donc déjà on dit ça. Ensuite on réfléchit. Comment ils se conjuguent correctement ceux-là? Les 3 garçons sont allés. C'est quoi comme temps? Maïs? À la deuxième livre, Une fois. D'ailleurs, fois, c'était aussi un nom commun. Bilal. Et encore Mathieu. Mathieu. Après, il y a William, C'est William. Voilà, Bilal. William, je ne le vois pas. Il est plus bas peut-être. Ok. Donc voilà la partie texte libre. Un dernier élément de la coévaluation, c'est l'évaluation du comportement. On passe à quelque chose de complètement différent. L'idée, c'est que plus je grandis, plus on peut me faire confiance. On a des ceintures de comportement qui reprennent les mêmes couleurs qu'Ampidapi, avec une progression au niveau du comportement. On pourra revenir dessus un peu plus tard si vous le souhaitez, je ne vais pas m'attarder.
Un des éléments de l'évaluation du comportement, et qui pour moi est vraiment important, c'est le fait de ne pas gêner la classe, au moins. On travaille si on peut, si on veut, mais au moins on n'embête pas les autres, quoi. Et donc cette feuille de gêne, ça fait partie des critères, hein, le nombre de gènes qu'on a eu dans la journée, dans la semaine, dans les 2 semaines, etc. Ça fait partie des critères pour grandir, pour progresser dans ces ceintures de comportement. Donc les ceintures de comportement sont décidées collectivement en conseil de classe. Donc chaque semaine, les élèves qui le souhaitent font la demande de changer de ceinture de comportement. Et là, c'est vraiment une évaluation collective, puisque le président reprend les critères. Donc ça, c'est les outils du président du conseil, hein. On a la grille de ceinture, on a les mots-clés du conseil. Là, on a où en est chaque élève au niveau de ses ceintures de comportement avec la date. Et après, critère par critère, en fait, la classe évalue si un élève qui demande une ceinture a réellement le degré de maturité pour obtenir cette ceinture. Le tout est consigné dans un compte-rendu. Je vous donne un petit exemple ici. Donc voilà, demande de ceinture marron, oui. Il demande une ceinture orange, et bah non. Puis lui, bah non, voilà. Là, il arrive au maître ou à la maîtresse d'apposer leur veto, mais en général, il n'y a pas besoin, et c'est une évaluation d'autant plus intéressante et qui a d'autant plus de poids qu'elle est partagée par l'ensemble de la classe. Voilà pour l'évaluation du comportement. Une dernière chose, sur laquelle on reviendra un peu plus tard si vous le souhaitez, c'est que en fonction de la ceinture de comportement, on a accès à plus de droits. Donc déjà des droits de déplacement dans la classe, des droits même de sortie de classe. Et puis à partir d'un certain moment, quand on est ceinture orange, on a le droit d'être tutoré, c'est-à-dire d'aller voir un tuteur, donc quelqu'un d'autre que le maître. Et puis quand on est ceinture verte, on a le droit là carrément de demander à passer une formation qui va permettre de devenir tuteur. Ce colloque n'est pas sur le tutorat, donc je n'en fais pas des tonnes, mais voilà. Sachez que ça fait aussi partie de cette approche. Enfin, un dernier élément, la communication. Là, c'est la question de ce que voient les familles et comment on communique sur l'évaluation. Alors c'est tout un sujet. En équipe, on a essayé d'harmoniser nos pratiques d'évaluation. Et bien qu'on y ait passé 6 heures, il faut bien reconnaître que personne n'a réussi à se mettre d'accord. Alors on a dit qu'on allait faire un petit intitulé au début du livret, qui suit les élèves du CP jusqu'au CM2. Et ensuite chacun mettrait à la suite ses évaluations année après année. Et voilà ce que ça donne. Les modalités d'évaluation diffèrent suivant les compétences et suivant les classes. Évaluation par l'observation, évaluation orale ou écrite, utilisation de notes chiffrées, utilisation de couleurs, validation de type acquis non acquis. Autrement dit, un sacré bordel. J'ai pas de réponse à ça et j'ai pas de solution non plus. En tout cas, je peux vous montrer le livret que nous on utilise. Toujours lié à cette volonté de favoriser la co-évaluation avec ce que pense l'élève de son travail, de son comportement, ce que pensent les enseignants. Une partie vraiment dédiée à l'élève qui vise à l'inciter à prendre du recul par rapport au travail qu'il a fourni et de voir ce qu'il peut faire pour améliorer ses résultats. Et puis une partie bien sûr de commentaires du maître et puis la partie de la famille. Voilà pour ce qui est du livret d'évaluation. On a presque terminé. Bien sûr, j'ai fait qu'un tout petit tour d'horizon des évaluations qu'on utilise dans la classe. On est loin d'avoir été exhaustif. Il existe plusieurs autres types d'évaluations, des choses un peu expérimentales comme ça. Voilà, ça reste un vaste sujet. Je ne sais pas vraiment conclure. Simplement, je vais laisser la parole à un élève qui avait interviewé Sylvain quand il était allé le voir. Et c'est Karam. Les ceintures sont des évaluations? Non. Pourquoi? C'est juste pour évaluer ta capacité. Donc ce sont des évaluations si c'est pour évaluer les capacités.
Oui, un peu, ouais. Ouais. Pourquoi tu me dis que c'était pas des évaluations? C'est pas noté. Donc, s'il n'y a pas de note, c'est pas une évaluation pour toi? Non. Il faut qu'il y ait une note pour que ce soit une évaluation. Non, c'est pas forcé. On peut aussi... Enfin, si, c'est des évaluations quand même. Ouais. Il nous met des bifs, après il nous met des faux, après il nous dit de refaire ça. Mais D'accord. c'est pas comme trop des évaluations parce qu'on peut la recommencer après. Voilà, c'est pas trop comme des évaluations parce qu'on peut recommencer après. Je vous remercie.